et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vin, artiste pluriel Eslo, et aujourd'hui on revient pour le point d'artiste du mois de janvier 2023. Merci d'être là pour une nouvelle année. Encore une fois, bonne année 2023 si c'est la première vidéo que vous regardez ce mois-ci de ma part, le premier contenu que vous consultez de ma part. Je suis vraiment ravie d'être là pour une nouvelle année. Un petit mot sur justement YouTube en 2023. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des contenus passés, mais si vous voulez aller écouter la bulle nomade de décembre, je crois que c'est la numéro 182 où j'ai parlé de minimalisme numérique et où j'ai parlé de comment j'ai choisi d'aborder les contenus pour l'année à venir. Donc la chaîne va continuer à exister, ces points mensuels vont continuer à exister. Et en gros l'idée c'est que chaque mois il y aura une grosse vidéo qui nécessite beaucoup de travail, d'édition de ma part, où je vais vraiment prendre le temps de faire quelque chose de qualitatif. Ça peut être un vlog, ça peut être un tuto, ça peut être une vidéo sur un thème particulier autour de la créativité ou du slow, où je vous montre des exemples concrets, etc. etc. Et puis à la fin du mois, le dernier vendredi de chaque mois, il y aura cette vidéo de points toute simple où je m'installe devant la caméra et je vous montre un petit peu tout ça. Et entre temps, les deux ou trois autres vendredis, selon s'il y a 4 ou 5 semaines dans le mois, soit il y aura rien si je suis en ce moment occupée ou quoi que ce soit, soit il y aura des vidéos plus courtes, plus modestes, peut-être qui utilisent des choses que j'ai filmées par avance, comme par exemple quand je filme une aquarelle, ce genre de choses, mais ça elles sont pas garanties, c'est plutôt des vidéos bonus, si j'ai le temps de les tourner, si j'ai le temps de les sortir, et puis surtout si j'ai quelque chose d'intéressant à vous filmer. Donc voilà comment ça va se passer sur la chaîne à partir de cette année. Et donc maintenant sans plus attendre, le fameux point du mois où je vous parle de ce que j'ai créé ce mois-ci, où je vous parle un petit peu de mes réflexions, mes interrogations de manière brève, en général c'est étendu en podcast, et où je vous parle de mes inspirations culturelles et mes favoris, découvertes, etc. du moment autour d'une vie simple et sereine. Donc pour commencer, la réflexion que je tiens en ce moment, que vous pouvez retrouver en détail dans le podcast de ce mois-ci, donc dans les bulles nomades, c'est la numéro 183, qui s'appelle Petit à Petit. Et donc la grande réflexion que j'ai eue ce mois-ci, c'est comment aborder la nouvelle année de manière lente et sereine et apaisée, de rentrer dans la nouvelle année à mon rythme, en prenant mon temps, avec plaisir, plutôt que de me précipiter dans des objectifs, dans des résolutions, dans des choses comme ça. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais moi chaque année, je me torture moi-même quelque part, avec des résolutions complètement inatteignables, en tout cas pas du jour au lendemain, peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans après, c'est possible, mais c'est des choses qui prennent du temps. Par exemple, je vais pas passer du jour au lendemain de 0 sport à 5 séances de sport par semaine. Je vais pas passer du jour au lendemain à je n'ai pas le temps de cuisiner à je cuisine des légumes élaborés tous les soirs, vous voyez. Et du coup, ces résolutions-là, je trouve qu'elles mettent beaucoup de pression sur soi-même en fait. De devenir cette espèce de machine parfaite qui fait tout comme il faut dans toutes les zones de vie du jour au lendemain et qui ignore complètement la nature organique de notre nature humaine, du fait qu'on n'est pas parfait, du fait qu'on apprend petit à petit, qu'on a une énergie cyclique qui fluctue et qu'on peut pas attendre de nous-mêmes d'être des machines avec une rentabilité constante, avec une perfection d'exécution de toutes les habitudes, de toutes les routines, d'avoir une vie parfaite, etc. Je trouve que c'est se mettre beaucoup de pression aussi, cette espèce de pression de perfection, on en a déjà parlé dans pas mal de contenus. Et en plus de ça, ça arrive à certains d'entre nous en fonction de votre métier et de comment est organisée votre vie professionnelle. Mais moi, à chaque fois en janvier, comme je reviens de 2 semaines de fin d'année, de Noël, de trucs comme ça, je rentre dans le mois directement en étant en retard. C'est-à-dire que je suis en retard sur les capsules Patreon, parce que d'habitude, donc vous savez, je crée des capsules tous les mois, vous savez peut-être pas. Donc j'ai une page sur le site Patreon, qui est un site de mécénat, pour soutenir les artistes et les créateurs et créatrices de contenu, où j'ai créé ma page il y a 3 ans maintenant, pour soutenir les vidéos, le podcast et mes productions artistiques. Et c'est divisé par palier, donc vous pouvez donner le prix d'un café, je crois que ça doit être 2,50 € maintenant avec la conversion du dollar. Mais après il y a d'autres paliers, et il y a 2 paliers où j'envoie
des lettres de papeterie, je vous montrerai tout à l'heure celles que j'ai faites pour les mécènes de décembre justement. Et du coup j'arrive, là cette année c'était le 9 janvier, en n'ayant même pas créé les visuels encore, mis en page encore la capsule, alors que d'habitude je la crée en général dans la deuxième quinzaine du mois, et puis je l'envoie aux mécènes la première semaine du mois suivant. J'attends que tous les paiements soient passés, que j'ai vraiment un nombre fixe de personnes abonnées, et j'envoie la première semaine du mois les capsules. Donc là j'arrive en ayant déjà une semaine de retard. Du coup j'ai aussi du retard sur les productions de contenu, puisque j'avais pris de l'avance pour avoir des contenus disponibles pendant les vacances, mais quand je reviens des vacances, tous les contenus d'avance sont terminés, et j'ai plus du tout d'avance. Donc du coup j'ai tendance à commencer l'année en me mettant la pression à moi-même sur la personne idéale que j'ai envie de devenir, et toutes les habitudes qui vont pas, et toutes les routines qui vont pas, et tous les trucs comme ça, plus avec des tâches en retard, et donc du coup avec un sentiment de stress, d'urgence, etc. Et en fait je trouve que c'est hyper violent quand on sort d'une année complète, qu'en plus j'ai pris le temps, chaque année je prends le temps de faire une introspection annuelle, etc. Donc c'est prenant émotionnellement de faire le point sur soi-même et de regarder les choses en face, etc. Donc je commence l'année en étant déjà un petit peu vidée, en tout cas émotionnellement. Les fêtes de fin d'année en famille, pour quelqu'un d'introverti comme moi, c'est pas reposant. C'est hyper bien, ça nourrit ma jauge sociale et je suis hyper contente de voir ma famille, mais c'est pas reposant. En plus, ma famille et ma belle famille ne sont pas là où j'habite. Moi j'habite à Paris, ma belle famille est en Alsace, ma famille est en Auvergne, donc on prend des tas de trains à chaque fois. Donc en fait je commence l'année en étant fatiguée, physiquement, mentalement, émotionnellement, socialement. Et puis bam, tout de suite je me plonge dans un truc où d'un seul coup il y a la liste de tâches comme ça, faut cocher toutes les cases vite, faut rattraper le retard vite, puis il faut devenir parfaite vite, se mettre à cuisiner, faire du sport. Je suis sûre que rien qu'à avoir écouté ce bout de vidéo, vous commencez déjà à être... Donc du coup cette année, la réflexion que j'ai eue, c'est de me demander comment je commence l'année en honorant mes rythmes et mon énergie, et quelque part le mois de janvier il donne un peu le ton de l'année aussi, et du coup en donnant un ton à mon année qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus serein, comment est-ce que je fais pour reprendre les choses une à une en y allant plutôt petit à petit. Et j'ai consciemment décalé les choses cette année, j'ai dit aux mécènes que leurs capsules ne seraient envoyées qu'à la mi-janvier, je suis partie à la poste ce matin pour les poster et on est le 16 ou 17 janvier, un truc comme ça, mais du coup je les avais prévenus. Et là je suis en train de tourner du coup les contenus de la fin janvier, j'ai pris les priorités une par une tranquillement. Pareil pour les projets professionnels, là mon grand focus 2023 pour Café aux Étoiles, c'est de sortir la collection littéraire. Donc, du coup j'ai découpé ça en petites tâches. Hier soir je me suis fait une petite formation InDesign avec une copine qui connaît bien, qui met en page ses romans. Donc je vais petit à petit prendre en main l'outil InDesign, je vais commencer à tester des couvertures. La semaine prochaine avec Camille on va se choisir l'imprimeur pour avoir les tailles en fait du bouquin, etc. Et on va faire les choses petit à petit. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, sur comment j'ai choisi de commencer mon année de manière plus sereine, en faisant les choses une après l'autre, petit à petit, etc., je vous invite à écouter La Bulle Nomade Associée, où du coup je détaille tout ça. Ensuite, les créations du mois. Donc là, en revenant des fêtes de Noël, j'ai pas créé grand chose. Je me suis surtout concentrée sur la planification 2023 de ce que je veux faire en tant qu'artiste, des projets qu'il faut que je boucle, de ce que je veux faire pour Café aux Étoiles. Et notamment en tant qu'artiste, en 2023, je vais me focaliser davantage sur l'écriture. En 2021 et 2022, j'étais très focalisée sur l'illustration. J'ai pris des cours d'aquarelle, j'ai lancé la collection... les collections de papeterie pour Café aux Étoiles. C'était fin 2020, je crois que j'avais lancé les capsules, fin 2021. C'était fin 2021, j'ai lancé les capsules de papeterie Patreon. Donc j'ai plus, en tant qu'artiste pluriel, vous voyez, l'équilibre il est pas forcément quotidien, il est plus sur des longues plages en fonction de mon inspiration. Et je me suis beaucoup plus focalisée sur l'illustration ces dernières années. Du coup 2023, j'ai envie de revenir sur la focalisation écriture. Et du coup j'ai fait un petit peu la liste des différents projets, à quel stade ils en sont, et lesquels je choisis de mener à bout. Parce que vous savez, il y a des projets d'écriture des fois, un peu comme par exemple un maréchal ferrant qui va forger des, comment on appelle ça, des fers à cheval pour tester, un apprenti qui va tester ça. Et le fer à cheval il est pas droit, vous pouvez pas vraiment le mettre sur un sabot de cheval parce que le truc il est pas assez bien fait. Mais ça a quand même été utile de forger ce fer à cheval pour que l'apprenti apprenne et que le prochain fer à cheval il sera mieux, vous voyez.
Et moi c'est comme ça que je vois certains de mes manuscrits. Je les écris parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose, j'ai besoin de tester quelque chose. Parfois je le mène à bout, parfois je le corrige, parfois je laisse des premiers jets non terminés, ça dépend. Mais je pars du principe que c'est un peu mes fers à cheval mis de côté parce qu'ils sont pas droits, ouais, mais qui m'ont quand même appris quelque chose. Donc là voilà, j'ai fait un petit peu un tri de quel projet je mets de côté, je laisse dans le tiroir, quel projet je choisis de mener à bout et du coup où est-ce qu'ils en sont, etc. Donc là j'ai 2-3 projets qui s'en viennent en 2023 en termes d'écriture, ça va être sympa. Voilà, et puis ensuite en termes de création pure au mois de janvier, en fait je suis sur les corrections de l'Office des enquêtes discrètes tome 1 en Paris, qui est une novella de mystère cosy dans un univers steampunk victorien avec des aristocrates mages, etc. Et du coup là je suis en train de le corriger pour qu'il sorte en 2023 dans la collection Café Litté. Et enfin, dernière chose que j'ai faite, c'est du coup créer cette fameuse capsule de papeterie pour les mécènes. Et j'ai testé pour la première fois de faire des visuels avec l'outil Midjourney. On en reparlera de ça parce que je sais que c'est un thème qui porte à controverse. Donc là j'ai fait un mélange de choses que j'ai peintes moi-même. Par exemple j'ai fait une carte postale avec les dates de pleine lune des 6 premiers mois de l'année. Et donc ça c'est des lunes que j'ai peintes et numérisées. Si ça vous intéresse, j'ai utilisé le cours de Marie Boudon des Tribulations de Marie qui s'appelle Destination Digitale. Et c'est grâce à ce cours que j'ai appris à scanner, numériser et réimprimer mes propres aquarelles. Donc j'ai fait cette carte là et je pense qu'au mois de juin du coup j'enverrai aux mécènes la carte avec les 6 derniers mois, enfin les pleines lunes des 6 derniers mois de l'année. J'ai fait les toutes dernières lames, puisqu'il y en a 24 pour les 24 saisons, les toutes dernières lames de haïku illustrées autour des 24 saisons avec leurs fiches. Et ça c'est un truc que je reprendrai, je pense que je vous en reparlerai quand le projet deviendra prioritaire. Là il est un peu en train de faire la queue. Mais je vais reprendre la séparer, c'est des choses que j'ai peintes. Je vais reprendre les 24 lames maintenant qu'elles existent. Puis je vais uniformiser un peu, mettre des palettes de couleurs par les 4 saisons. Vous savez, printemps, été, automne, hiver. Rajouter un petit peu 2-3 trucs, vraiment mettre une cohérence à ce deck en fait de lames, de cartes. Et écrire probablement quelque chose autour des 24 saisons, préciser comment ces lames peuvent être utilisées, quel genre de tirage on peut faire, ce que ça apporte. Et probablement que ça deviendra après quelque chose que je mettrai sur la boutique de Café aux Étoiles avec toutes les lames et puis un petit livret qui va avec. C'est pas un projet immédiat, mais maintenant j'ai une base à partir de laquelle travailler. Donc un grand merci aux mécènes qui m'ont soutenue pendant tout 2022 parce que j'ai envoyé les 24 lames 2 par mois pendant 12 mois aux mécènes T d'exception qui ont du coup toutes les lames et qui peuvent déjà commencer à les tirer. Donc un grand merci à vous qui m'avez soutenu, qui m'avez permis de créer ces 24 lames. Et enfin, j'ai créé des stickers. Donc il y a des planches comme ça. Et 2 stickers indépendants. Avec le petit mot de remerciement qu'il y a tous les mois. Et en fait, derrière, je remercie à la main chaque mécène. Et donc ces stickers-là, je les ai conçus et mis en page et détourés, etc. Il y a quand même tout un travail artistique derrière à partir de visuels créés par un bot qui s'appelle Midjourney. Donc si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, sur comment j'utilise, en fait, moi je le vois comme un outil créatif, tout comme un photographe utilise un appareil photo, un ou une artiste peut utiliser Midjourney ou une autre du même genre pour produire des visuels. Et Midjourney fait la technique et l'être humain derrière a la vision créative et utilise après ces bouts de visuels créés pour les intégrer dans ses propres œuvres, comme je les ai intégrés dans mes propres stickers. Et donc j'ai écrit un article de blog sur le site de Café aux Étoiles, ma maison d'édition, qui explique comment je vois cet outil créatif qui est, je sais, très controversé, comment je l'utilise en tant qu'artiste, comment je l'utilise en tant que maison d'édition et mon éthique personnelle par rapport à ça. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir l'article. Et donc ça, c'est ce que j'ai créé en janvier 2023. Ensuite, mes inspirations culturelles du mois. Donc j'ai regardé quelques films. J'ai regardé le film qui s'appelle Ténor, qui est un film français avec Michel Larocque et je me rappelle plus du nom du mec, qui est je crois que c'est un artiste musicien qui a dû gagner un concours sur une chaîne télé là, et qui joue justement le fameux ténor, qui joue un rappeur issu de banlieue, qui se met à prendre des cours d'opéra, et Michel Larocque c'est un peu la directrice de ses cours, la formatrice principale de ces jeunes chanteurs d'opéra.
Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié un film français. Le dernier que j'avais beaucoup aimé, c'était Le Sens de la Fête avec Jean-Pierre Bacri, où c'est un type qui organise un mariage et il n'y a rien qui se passe bien. Et moi qui travaille dans la communication, dans l'événementiel, ça m'avait fait beaucoup rire. Là, c'est pas une comédie, c'est un drame, quoi. Un film sérieux, quoi, je sais pas trop comment classer ce truc, mais c'était hyper intéressant avec le clash des cultures, entre la culture de banlieue et la culture de ces fonctionnaires de l'opéra, etc. Et ce petit jeune qui se retrouve coincé entre deux cultures, c'est vraiment lui qui chante, parce que c'est vraiment un chanteur. Et il chante trop bien. Il y a un vrai chanteur d'opéra, je sais plus comment il s'appelle, qui apparaît dans le film et qui chante. Ça pose plein de questions justement interculturelles sur le rôle de l'art dans tout ça, sur la sensibilité, etc. Enfin, vraiment, j'ai adoré ce film que j'ai vu sur l'application Canal+. Je sais pas si c'est encore dispo au moment où vous regardez cette vidéo, mais si ça vous intéresse et que vous l'avez pas vu. Voilà, le film s'appelle Ténor. Ensuite, en série, j'ai regardé la série The Witcher Blood Origin sur Netflix, qui est une préquelle qui se passe des milliers d'années avant la série The Witcher sur Netflix, et du coup des milliers d'années avant le jeu vidéo The Witcher, si vous connaissez la franchise et les jeux vidéo. J'ai regardé ça par curiosité parce que je travaille pour le studio qui fait ces jeux-là. Et alors d'un côté j'ai trouvé ça intéressant, cette approche de fantasy, vraiment fantasy ancienne, c'est même pas Europe médiévale, là c'est encore plus ancien, avec les grandes cités, par les elfes, l'âge d'or, etc. J'ai trouvé qu'il y avait une direction artistique hyper intéressante, une grande diversité des personnages. Visuellement c'était hyper agréable à regarder, il y a des scènes d'action, de combat à l'épée qui sont hyper agréables à regarder, c'est une mini-série qui fait que 4 épisodes. Par contre j'ai trouvé le scénario très bateau, et les personnages très bateaux, comme s'il y avait comme des cases à cocher, de il faut un personnage comme ci, un personnage comme ça, un certain nombre de femmes, un certain nombre d'hommes, le type avec la hache, la nana qui guérit là, avec la magie, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est presque comme si le scénario avait été fait par une IA justement. C'est-à-dire que tous les ingrédients sont là, toute la technique, structure narrative est là, mais ça manque d'âme. Et du coup, j'ai pas ressenti d'attachement vis-à-vis des personnages. J'ai passé un moment divertissant d'un point de vue purement esthétique et visuel, etc. Hein, comme un bon spectacle. Mais j'ai pas ressenti d'émotion. Et je pense que ça peut être un point à réfléchir pour plus tard, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Les derniers films un peu grand public, type Marvel, ça m'a fait le même effet. Certaines séries aussi, comme la dernière saison de Stranger Things ou la dernière saison de Umbrella Academy, m'ont fait exactement le même effet. Le fait de cocher des cases, de cocher des techniques narratives, mais qu'il n'y a plus d'âme humaine dedans. Et je pense que c'est une conversation intéressante à avoir en soi. Mais du coup, je voulais vous en parler, j'ai quand même passé un bon moment, c'est 4 épisodes, c'était sympa. Enfin, un autre film que j'ai regardé aussi sur Canal, qui est dispo jusqu'à fin janvier, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, qui s'appelle Mort sur le Nil, avec Kenneth Branagh en Hercule Poirot. C'est le deuxième film de cette série-là, ils avaient fait Le Crime de l'Orient Express déjà comme ça, donc c'est un peu américanisé, c'est un petit peu réinterprété, mais on retrouve quand même le whodunit à la Agatha Christie, on retrouve ce côté voyage du XXe siècle, avec ce magnifique bateau luxueux le long du Nil, etc. Il y a Armie Hammer qui joue dedans, ça fait toujours plaisir au regard. Kenneth Branagh joue très bien un Hercule Poirot, un peu trop émotionnel par rapport à l'Hercule Poirot d'Agatha Christie, c'est vrai qu'on voit le petit côté américanisé. Mais c'était un très très bon film, j'ai passé un très très bon moment, moi qui adore un peu les mystères cosy et tout ça, c'était vraiment très très chouette. Du coup je vous le conseille, Mort sur le Nil. Et du coup le premier qui était Le Crime de l'Orient Express. Si jamais vous n'avez pas vu du tout cette série de films adaptés d'Agatha Christie, c'est vraiment très sympa. Et en termes de livres, il y en a 2 qui m'ont marqué, un de fantasy et un de space opéra. Donc celui de fantasy s'appelle The Edge of the Blade par Jeff Kennedy, qui est en fait un tome 5 d'une série de romantasy, comme ça s'appelle, romance de fantasy. Je vous en avais déjà parlé, c'est les 12 royaumes. Donc les 3 premiers tomes, c'est les 12 royaumes, et c'est autour de 3 sœurs qui sont les filles d'un monarque qui a fait la guerre il y a 20 ans et qui a réuni 12 royaumes. Et du coup, chaque tome met en scène une des 3 sœurs
qui fait son cheminement personnel, son évolution personnelle, tout en trouvant l'amour en fait. Et il y a une sorte de narration globale autour de la situation politique des 12 royaumes qui se termine à la fin du 3e tome. Donc il y a un nouvel équilibre dans les 12 royaumes à la fin du 3e tome. Et en fait elle a écrit une autre trilogie, je crois qu'il y a 4 autres bouquins en fait au total. Et donc là c'est une nouvelle trilogie autour de 3 nouvelles héroïnes qui sont des personnages secondaires qu'on avait vus dans les 3 premiers tomes. En tout cas 2 sur les 3 étaient des personnages secondaires qu'on avait vus dans les 3 premiers tomes. Je sais plus si la 3e on l'avait déjà vu ou pas, mais bref. Et donc le tome 4 c'était The Pages of the Mind, que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé parce que l'héroïne c'est une libraire en plus. Et donc là c'est le tome 5 qui s'appelle The Edge of the Blade. Je trouve que Jeff Kennedy, sa plume s'est vraiment améliorée. Ses personnages féminins sont plus subtils, avec des évolutions qui sont plus... ça fait moins stéréotypé, ça fait moins... on voit l'évolution elle est plus nuancée, plus mature, moins évidente, et toujours aussi bien faite. Et elle fait aussi évoluer l'homme maintenant. Dans les 3 premiers tomes, je trouvais que le fameux l'amoureux qui arrivait, qui déclenchait le changement de l'héroïne, lui c'était plus un adjuvant, c'est-à-dire un personnage qui aide l'héroïne à comprendre certaines choses et à évoluer dans sa vie et à changer. Et là, les hommes, surtout là dans le tome 5, le personnage principal qui est un général d'un empire hyper sexiste, etc. Et l'héroïne, elle, Jep, c'est une guerrière qui fait partie des guerriers d'une des 3 sœurs là, de la sœur guerrière, qui est une scout, une guerrière un petit peu espionne, etc. Et qui est hyper indépendante, hyper libre, qui ne supporte pas le sexisme de la société de ce mec. Ça commence par un énorme malentendu au lit. C'est-à-dire qu'ils couchent ensemble et pour elle c'est juste du sexe et lui il s'imagine que du coup elle lui appartient quelque part parce qu'elle a accepté de venir dans son lit. Ça se passait dans le tome 4. Et du coup c'est tout ce que j'aime en fait parce que c'est des incompréhensions culturelles du enemies to lovers et les 2 personnages qui évoluent. Elle qui est très forte, très indépendante, qui met de l'eau dans son vin et qui commence à comprendre que la force d'une femme, c'est pas forcément que la force physique et l'indépendance, qu'il y a d'autres manières de faire les choses. Et puis lui qui fait face au sexisme de sa société et qui comprend que c'est pas forcément dans l'intérêt des femmes, notamment de ses sœurs par exemple, ou de sa mère, etc. D'être réduite comme ça à l'état de propriété qu'on protège, quoi. Et du coup les 2 évoluent au fur et à mesure qu'ils vivent leurs aventures, parce qu'il y a toute une intrigue politique, avec de l'espionnage, c'est hyper complet en fait, hein. Il y a une intrigue qui est hyper complète, il y a ces 2 personnages qui sont hyper attachants, qui évoluent de manière très crédible. Honnêtement, voilà, Jeff Kennedy elle s'appelle, je trouve que sa plume est de plus en plus affûtée, de plus en plus sympa, et ce bouquin rassemble tous les ingrédients que j'aime. Univers des paysans, une intrigue politique, des personnages attachants, j'ai passé un super moment. Et du coup, 2e livre que j'ai aimé qui s'appelle Polaris Rising par Jessie Mihalik, et là on est sur du space opéra. Et elle aussi, j'en ai déjà parlé parce que j'avais lu Hunt the Stars par la même autrice. Et elle c'est pareil, elle réunit tous les ingrédients que j'adore. Sauf que c'est pas de la fantasy, c'est du space opéra. Et là c'est le tome 1 d'une trilogie, et je crois que c'est aussi autour de 3 sœurs, et chaque tome c'est une sœur. Je pense, j'ai pas encore lu les 2 autres tomes, mais je crois que c'est ça. Et là, donc c'est un space opéra, donc les humains qui ont colonisé d'autres planètes, il n'y a pas de terre, ils sont ailleurs. Et ils sont dirigés par un consortium de 3 maisons, ça fait un peu penser à l'interdépendance de John Scalzi, ça. 3 maisons qui sont un peu les nobles, consortium de nobles. En fait c'est un mélange de noblesse et d'oligarchie de grosses entreprises quelque part, le concept. Parce que c'est 3 maisons nobles, mais qui possèdent en fait un pouvoir économique. C'est eux qui construisent les vaisseaux spatiaux, c'est eux qui construisent les technologies de communication, etc. Et du coup, c'est un pouvoir économique qu'ils ont en fait sur toutes ces planètes-là. Et l'héroïne, c'est une des d'un des chefs de ces maisons-là, qui s'est échappé d'un mariage arrangé il y a 2 ans et qui a sa tête mise à prix. Et le bouquin commence par des mercenaires qui ont réussi à la capturer pour la ramener à son père, parce que c'est son père qui a mis sa tête à prix. Charmant la famille. Et du coup c'est un mélange d'aventures avec des vaisseaux spatiaux, des mercenaires, des trucs comme ça, de mystère, parce qu'il y a un truc autour de la technologie qui permet de voyager plus vite que la vitesse de la lumière.
et des histoires de recherche et développement et de découverte de nouveaux trucs, etc. Donc on a envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus et sur comment ça va faire changer l'équilibre des pouvoirs dans cet univers-là. Il y a des personnages secondaires hyper attachants, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ses voyages, elle va réclamer l'aide, soit elle va rencontrer des nouvelles personnes, soit elle va venir réclamer l'aide d'anciens amis, et du coup ça crée toute une galerie de personnages hyper attachants, et il y a un aspect romance, elle se retrouve enfermée quand elle est capturée par les mercenaires avec un autre gars qui a sa tête mise à prix, et elle va demander son aide pour s'échapper de là. Lui il déteste les nobles, donc forcément sachant que c'est une fille de noble ça commence mal, et en fait ils vont se rapprocher, une relation qui va se créer entre les deux. Et pareil, c'est un mélange d'ingrédients. Il y a le côté émerveillement du space opéra avec différentes planètes, sociétés différentes, et en même temps une société un univers qu'elle a vraiment travaillé en fait. Il y a une profondeur d'univers politique, social, économique, etc. Il y a un côté aventure, parce qu'il faut qu'elle s'échappe des mercenaires, ils ont des problèmes, quand ils vont d'une planète à l'autre, etc. Ils rencontrent des ennuis, donc il y a des aventures, des rebondissements, de la tension, etc. Des personnages hyper attachants, une romance qui prend pas trop le dessus, qui est suffisamment en arrière-plan pour qu'elle soit agréable à développer sans que ça vienne bouffer les autres aspects du bouquin. Donc hyper bon équilibre, hyper bonne lecture. Ces deux-là, ces deux bouquins, ça fait vraiment partie de mes grands préférés, quoi. On est vraiment 100% dans mes goûts de lectrice, quoi. J'ai vraiment adoré. Et enfin, pour terminer ce point du mois, les favoris découvertes de ma vie simple et sereine et créative. Alors, la première chose, je pense que vous vous rappelez de ça, la marque Paper Republic qui fait des couvertures en cuir. Alors celui-ci c'était une édition limitée d'il y a 1 an ou 2 qui s'appelait Supernova, je crois, un truc comme ça. Donc cette couleur-là elle n'existe plus, mais ils ont pas mal de couleurs et c'est un format un petit peu plus petit que A5. Et en fait ce que j'ai fait, j'adore leur book XL, donc c'est ce papier-là. Donc là c'est des lignées. Donc c'est un format un peu plus petit que A5 mais un peu plus grand que B6. Je crois que c'est 13 par 21, un truc comme ça. 13 par 20. Voilà, un peu plus petit qu'A5. Et en fait, je m'en suis fait offrir plusieurs à Noël, des trucs comme ça. Et j'ai décidé que ce serait mes livres de suivi, mes carnets de suivi de projets d'écriture. Qui sert de bible un petit peu, de tous les trucs. Donc là j'ai mis mes corrections. Vous voyez, j'ai mis mes corrections dedans. Et je vous en parle un tout petit peu dans le vlog de janvier qui va sortir en février, et j'ai filmé quand j'ai mis en place les pages de ce truc. Donc je pense que vous aurez aussi une vidéo dédiée à cet outil où je vous explique un petit peu comment je l'utilise en tant qu'écrivaine. Je pense qu'il y aura une vidéo dédiée en février là-dessus. Mais du coup je voulais vous en parler parce que j'avais déjà mis mon projet SlowRaimo dans un carnet comme ça, et j'ai décidé que c'était les carnets officiels maintenant pour les suivis d'univers et de projets d'écriture. Ensuite, une bougie. Donc la marque c'est Sior. Je vous en avais parlé l'année dernière parce que j'avais acheté, je crois qu'il est dans le champ, vous le voyez derrière là, le diffuseur d'huile essentielle et de parfum que j'avais acheté à Noël 2021, que j'ai adoré, que j'adore toujours, que j'utilise toujours. Et j'ai toujours les extraits de parfum là, de la même marque qui me permettent du coup de mettre dans le diffuseur. J'en ai racheté là cette année. Et cette année, j'ai voulu tester d'acheter une de leurs bougies parfumées. Donc celle-ci, c'est une bougie édition 2022, mon beau sapin. Bougie édition limitée de Noël, mais après ils ont des fragrances annuelles, ils ont une collection permanente. C'est fabriqué en France, cire végétale naturelle. Sior, c'est une marque alsacienne. Et je suis ultra contente de cette bougie. Bon, déjà elles sont très très bonnes, mais bon ça c'est personnel, chacun ses goûts. Mais surtout, elle coûte moins de 20 €. Donc dans les bougies parfumées, elle est plutôt côté moins cher de la gamme. Et pourtant la qualité est exceptionnelle. Elle diffuse hyper bien les odeurs, y compris quand on la brûle. Là où plein de marques artisanales, elles sentent quand on sent comme ça, mais une fois qu'on les allume, ça se diffuse pratiquement pas. Là ça se diffuse super bien, c'est de la cire naturelle, c'est fabriqué en France, ça soutient une marque française, donc c'est éthique aussi par rapport à mes valeurs. Et du coup je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et donc là moi je l'ai acheté en Alsace chez un revendeur là où habitent mes beaux-parents, mais je crois qu'ils ont un site internet, hein, il doit y avoir moyen de les commander en ligne. Et je pense que ça va devenir une de mes nouvelles marques préférées de produits parfumés pour la maison, si vous voulez. Donc tout ce qui est bougies, huile essentielle, ce genre de trucs. Je crois même qu'ils font de l'encens.
Ce serait intéressant de regarder ce qu'ils font un petit peu sur leur site, mais je vous le conseille vivement. Ensuite, du thé. Je me suis offert... en fait, je suis allée chez Mariage Frères, qui est une marque de thé, si vous ne connaissez pas. Chez qui je suis allée pour faire des cadeaux de Noël. On m'a demandé des thés Mariage Frères en cadeau. Et je suis tombée là-dessus. Grand thé noir fumé du Japon, qui s'appelle Smoky Hinoki. Thé noir fumé au bois d'encens, issu des forêts de cyprès du Japon. Donc c'est du thé fumé. Donc il faut aimer. Moi j'adore ça. J'adore le thé fumé. J'en ai plein à la maison. Et du coup j'ai voulu goûter celui-ci. Alors c'est un thé d'exception, ça veut dire que c'est ultra cher. Je crois que là ce truc là c'est 50 grammes et j'ai payé ça 19 €. Donc on est sur du 360 € le kilo, donc si vous voulez c'est pas le thé du petit déjeuner quoi. Mais c'est un thé fumé subtil, qui a pas tout à fait la même odeur hein, que le Lapsang Souchong par exemple, qui est un thé fumé au charbon, un thé chinois fumé au charbon qui est très très fort. Là c'est un fumage qui est plus subtil. Il est délicieux ce truc quoi. Il est délicieux. Les thés d'exception je les utilise pour quand je veux me faire un moment vraiment spécial. Je vais m'acheter une pâtisserie un peu luxueuse, je me fais une tasse de ce thé d'exception et je me fais un petit goûter, un petit plaisir pour célébrer une petite victoire à la fin de la semaine, des choses comme ça. C'est pas un thé que je vais boire tous les jours, vous voyez, mais c'est un grand plaisir et c'est une très très belle découverte. Donc Smoky Hinoki, si vous aimez les thés d'exception et que vous aimez les thés fumés. Ensuite, un petit peu de papeterie. J'ai passé une commande chez Notebook Therapy en fin d'année pour m'acheter mes carnets 2023, pour mon carnet de vie et mes bullet journal de 2023. Mais ce coup-ci, j'en ai profité pour acheter d'autres produits qu'ils ont commencé à développer. Qu'ils ont commencé à développer en fait des tampons et des washi tape. Et donc du coup, ben, je m'en suis procuré. Donc par exemple, là il y a le set de tampons Light Academia. Donc ils ne les vendent pas à l'unité, la plupart c'est des thèmes en fait. Ils sortent des collections autour d'un thème. Et dans chaque collection maintenant, il y a des tampons, des scotch décoratifs, la washi tape, et des carnets. Et donc là, j'ai voulu tester, parce que c'est quand même pas donné non plus, hein, on est sur de la papeterie un petit peu luxueuse. J'ai voulu tester. Donc là c'est Light Academia, j'en ai acheté un autre qui s'appelle Moonlit Alchemy. Et j'en suis ultra contente. Je trouve que c'est hyper quali. Donc les tampons en bois avec du coup le caoutchouc comme ça, c'est hyper quali, c'est hyper détaillé. Ça fait des super tampons. Je crois que ça doit valoir dans les 30-35 € pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tampons. Donc c'est pas mal, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Puis ce qui est bien, c'est que comme ils sont autour du même thème, on peut faire des associations créatives. Par exemple, il y en a qui sont des cadres, comme celui-ci, là ça fait quand même une sorte de miroir. Et ben vous pouvez très bien tamponner le miroir et puis venir tamponner dedans hein, une petite chose comme ça, avec des couleurs différentes par exemple. Enfin, on peut vraiment associer les tampons et faire parler la créativité. Et comme toute la papeterie créative, ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de faire parler la créativité même quand on n'a pas de talent de dessinateur ou qu'on n'a pas le temps de dessiner. C'est tout ce qui est scrapbooking, papeterie créative. Moi j'adore ça comme moyen d'expression créative parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un talent particulier. Vous pouvez jouer avec les différents tampons, avec les couleurs. Ça nécessite effectivement d'acheter un petit peu de matériel. Mais c'est pas moins cher que d'acheter du matériel artistique pour d'autres arts. Et une fois que vous avez votre petite gamme, vos petits tampons, vos petits stickers, vos petits scotch créatifs et votre carnet, et vos feutres colorés, voilà, vous pouvez créer plein de trucs sans être limité par la technique. Et ça c'est vraiment génial. C'est une autre raison pour laquelle j'aime les trucs comme Midjourney, pour en revenir à ça, c'est que c'est pareil, c'est quelque chose où du coup il n'y a aucune barrière technique parce que c'est le robot qui fait la technique. Et du coup, vous, si vous avez envie d'exprimer votre créativité mais que vous avez aucun talent technique, et ben ça vous empêche pas de vous amuser avec cet outil créatif. Je trouve ça extraordinaire, ça stimule la créativité, je trouve, de manière extraordinaire. Mais on y reviendra là-dessus, lisez mon article si ça vous intéresse. Et bref, donc des washi tape. Donc là, celui-ci je l'ai acheté dans un pack, un lot en fait, avec un carnet et ces trucs-là ensemble, de la collection Mori, qui veut dire forêt. Et là c'est pareil, il y en a 5 dedans, et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a 3 largeurs différentes. Donc on a des très larges, comme celui-là par exemple qui est très large,
Il y en a des moyens comme celui-ci. Et il y en a un qui est tout fin comme celui-là. Donc 3 largeurs différentes avec la même gamme de couleurs. Donc là c'est beige, vert et un petit peu de brun orangé quoi. Et du coup pareil que les tampons, comme c'est des largeurs différentes mais autour d'un même thème et d'une même gamme de couleurs, ça permet de les associer ensemble et de faire des super créations autour de ce thème là. Et il y en a plein d'autres, hein. Là je vous montre ceux que j'ai achetés. Mais il y a plein de thèmes différents maintenant parce qu'ils sortent de nouvelles collections tous les 2-3 mois, ils sortent une nouvelle collection puis ils les réapprovisionnent. Donc en fonction de vos goûts et de vos sensibilités, des couleurs que vous aimez, des thèmes que vous aimez, il y a peut-être moyen de trouver des thèmes qui vous intéressent et qui vous permettent d'exprimer votre créativité grâce à la papeterie créative. Et pour terminer, dernière chose que je voulais vous montrer ce mois-ci, ce sont des mitaines. Alors bon, bah, peut-être que je réinvente la roue, hein. C'est une copine qui m'a montré ses mitaines un jour, qui m'a dit c'est parfait pour les mettre comme ça, quand on tape à l'ordinateur, et on les enlève quand on en a plus besoin, c'est vachement bien. Ça laisse les doigts libres pour faire plein de choses dans la maison. Et moi qui suis en télétravail et qui travaille énormément au bureau, soit devant un ordinateur, soit avec un papier, des stylos ou des pinceaux, des machins, et ben je trouve que d'avoir ces mitaines, en plus là elles sont longues, elles vont dans tout l'avant-bras, et ben c'est une super manière de passer l'hiver là où il fait froid parce qu'il y a moins de chauffage, parce que ça coûte cher, etc. Avec le confort d'avoir les mains dans du cachemire là pendant qu'on tape à l'ordinateur, ça trop bien. Donc celles-ci elles viennent de la marque Couche-Ten, mais après si vous tapez mitaine en cachemire sur Google, je pense qu'il y a plein de marques, plein de gammes de prix aussi, parce que le cachemire c'est pas donné. Et puis bah, je crois que c'est encore les soldes au moment où vous regardez cette vidéo. Donc peut-être même que vous allez trouver une paire de mitaines en solde, qui sait. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, ce point du mois est maintenant terminé. J'ai transmis tout ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Si vous avez des questions, des recommandations, des commentaires, des choses comme ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo si vous en avez envie. Vous pouvez me contacter sur hello@storyteller.com. Vous pouvez venir rejoindre le Discord de la maison d'édition Café aux Étoiles si vous voulez un espace communautaire pour échanger avec des personnes qui ont les mêmes valeurs, le même état d'esprit, les mêmes goûts. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!